Je vais citer cette fameuse phrase de Churchill. La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Nous représentons ce qui se fait de mieux, en termes de liberté et de gouvernance démocratique. Le problème est que les ennemis de la démocratie ont introduit un grain de sable dans cette machine. How stupid are our leaders? Supposing we hit the body. I think Jeb is a nice tremendous. He's very low energy. I don't know what I said. Les fake news, la désinformation. Tu te fais avoir par une fake news. Les fameuses fake news sont de plus à en la plus fois présentes, notamment l'information sur les réseaux sociaux. fausse. Moi, la vague est arrivée depuis très longtemps. Moi, je continue, les gars, Elle nous pose un problème quand elle arrive. You are fake news. Il s'agit d'un problème très complexe. On parle de personnes qui produisent une information, la partagent et la diffusent. Alors qu'en fait, depuis le début, l'information est fausse. C'est notre système entier qui est menacé. Nos estimations montrent que nous sommes à un tweet de renverser la démocratie. Le moindre post Facebook peut faire tout basculer. Les fausses informations se propagent à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. Nous devons dire à ces personnes qu'elles ont tort. they're wrong and stupid. Et salut tout le monde. Comme vous le savez, les fake news sont le problème majeur qui n'en finit pas de faire tomber notre belle démocratie. Ah, j'ignorais. Enfin, en tout cas, c'est un problème qui inquiète beaucoup une nouvelle génération d'Avengers de l'information, j'ai nommé les fact-checkers. Blague à part, je précise quand même, hein. Bien évidemment, je suis pas en train de vous dire que les fausses informations, c'est pas un problème, que ça fait aucun mal et qu'on devrait pas s'en occuper. Je pense que beaucoup de mes vidéos peuvent attester de l'importance que je leur accorde. Ce que je vais aborder ici, c'est la réaction de notre système médiatique à ce phénomène. Je précise au passage que dans cette vidéo, je vais citer des organismes et des personnes, mais le but c'est pas du tout de faire du clash personnel, mais bien de fournir une critique sur le fond. Donc bien évidemment, n'allez pas insulter ces gens ou les harceler, prenez plutôt ce temps pour vous abonner à la chaîne et partager la vidéo par exemple. Ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Les fact-checkers, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui à partir de leur traitement de l'information? Déjà, la vision qu'ils veulent renvoyer d'eux-mêmes, en général, c'est celle de personnes neutres, capables de faire abstraction de leur biais cognitif et de toute influence politique pour traiter des faits objectivement. Bon, spoiler, à mon sens, cette vision est en décalage monumental avec la réalité. Je vais pas rentrer dans les détails des raisons profondes de ce décalage, je garde ça pour une future vidéo si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire. Pour l'instant, je vais me contenter de montrer, à partir de quelques exemples récents, à quel point ce traitement de l'information supposément neutre et factuel baigne en fait totalement dans une idéologie politique bien située. America's pride, Europa's human freedom, no end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great. Okay. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Un truc important au préalable. Mon point de vue général, c'est que appréhender et partager une information selon un prisme de lecture situé politiquement, de toute façon c'est inévitable, donc c'est pas un mal en soi. Ce qui est problématique, c'est quand on prétend le contraire. Mais restez bien jusqu'au bout, je vais revenir sur tout ça en fin de vidéo. Comme je vais essayer de rester concis, je vais prendre mes exemples dans des sujets que j'ai déjà traités. Comme ça, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue, et vous pourrez aller jeter un œil aux épisodes concernés pour voir un peu comment j'ai abordé le sujet de mon côté. Et s'il y a bien un sujet qui est très révélateur, c'est celui de la Palestine et du massacre en cours à Gaza depuis le 7 octobre. Bien évidemment, notre service public s'est emparé assez tôt du sujet, et notamment France Info, dans son émission Vrai ou Faux, présentée en général par ce cher Julien Pain. J'avais déjà attaqué cette émission dans ma première grosse vidéo sur Gaza en janvier, et je vais revenir là-dessus parce que c'est une première exposition flagrante des biais et de l'orientation politique de ces journalistes. Retour de quelques mois en arrière. On est le 10 octobre, 3 jours après l'opération menée par le Hamas et les crimes qui ont été commis par leurs combattants. Dans un duplex depuis le kibboutz de Kfar Aza, une journaliste de la chaîne I24 News annonce que 40 bébés ont été retrouvés décapités sur place. Je vous refais pas tout le détail, vous vous en souvenez sûrement, la nouvelle se propage, c'est repris partout, etc., etc. Mais le soir même, le service Check News de Libération traite l'info avec beaucoup plus de pertinence. Il souligne bien que la seule source est la journaliste d'I24 News, qu'on ne dispose d'aucune preuve ni d'aucune image, et qu'aucun autre média présent sur place n'a corroboré les faits, notamment Samuel Forêt, le correspondant du Monde,
qui a tweeté à ce sujet. Et les journalistes d'I24 News eux-mêmes admettent qu'ils n'ont rien vu et qu'ils ont rapporté les propos de soldats de Tsahal. Et si on creuse encore un petit peu plus loin que Libé, on se rend compte que le soldat qui a balancé ça, c'est David Ben-Zion, un extrémiste qui se fait l'avocat de la colonisation de la Cisjordanie depuis plusieurs années, et qui a appelé plusieurs fois à détruire des villages palestiniens et à massacrer leurs habitants. Et donc, France Info nous sort cette analyse. Elle dit 40 bébés tués, dont certains ont eu la tête coupée. C'est un chiffre qui a été repris par la suite par le compte officiel de l'État d'Israël qui a partagé le duplex. Il y a eu une première confirmation officielle, c'était sur notre antenne en début d'après-midi. Écoutez ce que nous dit le porte-parole de l'armée israélienne là-dessus. Je confirme qu'il y a eu décapitation d'adultes, mais également des enfants. Voilà, donc des enfants, des jeunes enfants qui feraient partie des victimes. Le porte-parole de l'armée israélienne qui confirme aussi les décapitations. Et dans son émission, Julien Pain revient sur l'affaire et reprend tranquillement la séquence. Donc, on résume. On a cette info particulièrement choquante, qui est clairement un énorme fake. Aujourd'hui, on le sait au-delà de tout doute raisonnable, mais même à l'époque, c'était très visible. Mais pas pour notre glorieux service public apparemment, qui choisit plutôt de recevoir le porte-parole de l'armée israélienne, de le laisser déballer ses mensonges au calme sans contradiction, puis d'accorder du crédit à sa parole. Et à la fin, on en ressort avec l'impression qu'il y a bien eu des décapitations d'enfants et qu'il reste juste un flou sur les chiffres en gros. D'ailleurs, c'est ce que Julien Pain dit lui-même. Le chiffre est finalement moins important que le fait qu'on sait que des enfants ont été tués de sang-froid. Et ça, c'est pas discutable. On est dans une émission qui prétend trier objectivement le vrai du faux quand même, C'est un peu dommage d'y trouver un tel niveau de désinformation. On a un énorme fake qui est validé, avec comme argument d'autorité la parole d'un propagandiste de l'armée d'un des belligérants, et sans aucune mention aux analyses ou aux témoignages plus sérieux de journalistes français. Et même pire, sans rapporter que l'armée israélienne elle-même avait été obligée de reconnaître face à l'agence de presse turque Anadolu qu'elle n'avait pas les éléments pour confirmer cette information. On essaie de travailler nous sur des faits. Et le périple ne s'arrête pas là. Dans l'émission du 12 novembre, on a droit à une petite séquence. Il y a des internautes qui affirment par exemple que cette histoire de bébés tués, on en a beaucoup entendu parler, mais eux pensent que c'est faux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une liste du journal israélien Haaretz qui sort et qui donne les victimes, qui liste les victimes, et il n'y aurait pas de bébés dans cette liste. Un premier tweet, par exemple, qui dit qu'aucun décès d'enfants de moins de 3 ans n'a été enregistré jusqu'à présent, ce qui remet en question le récit israélien. Nous, bien sûr, on est allé vérifier tout cela, tout d'abord en allant sur la page du journal Haaretz qui publie cette liste de victimes. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a bien le nom d'un bébé sur cette liste. Nous, on a pu le vérifier. Regardez bien, il y a la photo de cette bougie et écrit en hébreu le nom de Mila Cohen, âgée de 10 mois. Elle a été tuée le 7 octobre avec son père et sa grand-mère. Donc on sait qu'il y a bien un bébé dans la liste, mais surtout le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants très jeunes en fait. C'est ça, exactement. Après il y a une confusion enfants très jeunes, bébés, mais il y en a beaucoup. Chers journalistes de France Info, quand cette personne parle d'aucun enfant de moins de 3 ans tué le 7 octobre, c'est pas pour dire que tuer un enfant de 4 ans ou plus, c'est ok. Mais bien pour dire que la liste de Haaretz est une preuve de plus que toute cette histoire de décapitation de bébés a été relayée sans le moindre élément concret par les médias occidentaux. Vous y compris. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de fact-checking. Donc aujourd'hui on va voir comment faire quand vous avez validé et diffusé une fausse information, par exemple sur des décapitations d'enfants, c'est pour l'exemple. Donc vous avez la liste de Haaretz qui donne tous les morts identifiés, et comme vous êtes des journalistes travailleurs, vous savez que l'histoire se passe à Kfar Aza, donc vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Kfar Aza, vous scrollez un peu, et vous voyez qu'il n'y a pas de bébé dans la liste. Donc, comme vous êtes des gens neutres, objectifs et soucieux de la vérité, vous préparez une séquence dans votre émission pour vous excuser et expliquer que vous vous êtes trompé, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, à bientôt pour un prochain tuto. Ciao! Et abonnez-vous. Comme vous l'avez vu, Julien Pain et son équipe n'ont pas suivi ces quelques étapes simples. Et juste pour être clair, je dis pas que la précision qu'ils font sur les enfants morts n'avait pas lieu d'être ou qu'elle était pas utile. Ce que je leur reproche fortement là, c'est de la faire à partir d'un tweet complètement décontextualisé, même s'il faut admettre qu'il était très maladroit, et de s'en servir pour brouiller les pistes sur leur propre erreur. C'est pas du fact-checking, ça, c'est du noyage de poisson. Et puis tant qu'on y est, pourquoi pas terminer en beauté avec des petites accusations bien senties. On est face à du négationnisme en fait, comme on a nié l'Holocauste, on a nié les chambres à gaz, et des gens maintenant nient les crimes du Hamas. Voilà, c'est bon, on a fait le pont. Remettre en cause les narratifs de la propagande israélienne, c'est nier les crimes du Hamas, donc c'est comme nier la Shoah. Franchement, je sais pas pourquoi Netanyahou s'est emmerdé à faire une interview sur LCI, notre service public se débrouillait très bien tout seul. Bon, pardon, je m'emballe un peu, allez. On se ressemble parce que c'est pas encore tout à fait fini cette affaire. On arrive à l'émission du 9 décembre. L'épisode s'ouvre par un bilan résumé de la journée du 7 octobre.
Et là, miracle. L'histoire des bébés décapités est enfin présentée comme une fausse information. Et le reportage comporte même des interventions d'un journaliste de Check News, qui avait assez bien débunké le fake 2 mois plus tôt, pour rappel. Alors cette fois, ça y est, on va enfin avoir droit à une analyse de la propagation de ce mensonge, et même un rectificatif et des excuses de la part de l'équipe qui est tombée dans le panneau, et a donné du crédit à une fausse information qui a participé à la justification d'un massacre. J'aurais bien envie de dire oui, mais non. À ce moment-là, ça fait 2 mois que les mecs se plantent sur un truc évident, et leur reportage reconnaît du bout des lèvres que l'information est fausse en disant « Ce chiffre, 40 bébés décapités dans ce kibbutz, n'a pas de source précise. » Voilà, comme ça ils pourront quand même dire qu'ils ont bien informé et leur plantage n'a jamais existé. Et après on enchaîne très vite pour souligner que le plus grave, c'est pas notre connerie à nous, hein, non, c'est l'ennemi qui instrumentalise ces... Attendez, c'est quoi déjà? Le Hamas va utiliser les imprécisions de la presse sur Kfar Aza pour entrer dans un récit négationniste du 7 octobre. Les imprécisions de la presse. Sérieusement, là va falloir s'acheter un Becherel ou un peu d'honnêteté intellectuelle. Quand la presse relaie massivement un fake grossier issu de la propagande d'un des partis au conflit, sans le moindre esprit critique, c'est pas une imprécision, c'est un mensonge propagandiste ou au minimum un échec honteux révélateur d'un prisme ultra partisan. Bon, je m'arrête là pour cette histoire parce qu'il y a encore pas mal d'autres points à traiter. Je voulais revenir là-dessus pour montrer que même sur l'analyse des faits, où ils se prétendent les lumières à qui faire confiance, bah ils sont vraiment pas à la hauteur. Mais c'est loin d'être le seul problème. On passe donc au deuxième point, l'opinion partisane très claire de nos journalistes de l'année. La France insoumise tient un discours de haine et mettent de l'huile sur le feu pour que leurs militants, en disant, eux, sur les réseaux sociaux et partout, distillent cette haine antisémite, cette haine du juif. Je l'ai traité de pourriture antisémite. La France insoumise épouse toutes les... La France insoumise devient de plus en plus un parti antisémite. Il faut les dégommer, ces gens-là. Ça, c'était un petit échantillon de la cascade de merde que se prend la France insoumise depuis le 7 octobre. Heureusement, les fact-checkers de Vrai ou Faux ont décidé de s'attaquer à la question pour nous aider à y voir plus clair. La position de LFI est particulièrement critiquée, ce qui a poussé le parti à réagir par l'intermédiaire de Mathilde Panot. Le problème, c'est que sa prise de parole n'a pas franchement calmé le jeu. Mathilde Panot ne dit pas clairement que l'organisation est terroriste, mais que les actes perpétrés par le Hamas s'apparentent à des actes terroristes et qu'il faudrait en fait les remettre dans un contexte soi-disant plus global, qui est celui de la colonisation d'Israël. Remettre en contexte, c'est important, mais donc l'élément de langage qui revient tout le temps, c'est crime de guerre pour eux. Oui, il revient tout le temps, que ce soit de la part de Mathilde Panot ou encore Manuel Bompard. La France insoumise dit qu'elle veut s'en tenir finalement au droit international et rappelle que cette notion de crime de guerre qu'il y aurait des deux côtés, eh bien on la retrouve même du côté de l'ONU. Sérieusement, c'est quoi cette séquence? Non, parce que, en fait, avant même de critiquer le propos, il faut se demander ce que ça fait là. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet parmi la pléthore d'autres qui pouvaient remplir ces 12 minutes d'émission? Le simple fait d'avoir choisi de parler de cette polémique de cette manière-là, c'est déjà en légitimer l'existence. C'est signaler que les accusations lancées contre LFI sont un minimum fondées et qu'elles méritent d'être prises au sérieux. C'est une opinion qu'on peut tenir si on veut, hein, mais qui ne va pas de soi et qui n'a rien de factuel. Et puis bon, sur le fond, il n'y a rien qui va. À la fin de la prise de parole du journaliste, on sait quelle opinion on doit avoir. LFI a tort de ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste, et c'est vraiment très étrange comme attitude de leur part. Non mais j'avoue, hein, qualifier le Hamas de criminel de guerre, c'est certainement une forme de soutien et de validation de leurs actes. Mais le problème, c'est que pour de nombreux observateurs, le fait de ne parler que de crimes de guerre et pas de terrorisme de la part du Hamas, comme le fait actuellement LFI, eh bien ça atténue finalement la gravité de leurs actes et ça finit par légitimer le Hamas comme une sorte d'armée régulière finalement. Oh punaise, il y a des biais dans chaque phrase, j'en peux plus. Bah oui, c'est sûr que l'armée régulière d'une démocratie ne peut pas commettre d'actes terroristes, hein. Non, on a une armée bien cadrée comme chez nous d'un côté et des sauvages terroristes de l'autre, hein. C'est ce que nous expliquent très bien les... Attendez, qui déjà? Pour de nombreux observateurs... Ah voilà, les observateurs. Putain, j'adore le langage journalistique, ça construit tout un univers. En fait, il y a des gens, c'est des observateurs, ils sont formés, hein, c'est des experts en observation, et toute la journée ils observent très très fort, et en plus comme ils sont toujours nombreux, eh ben dès qu'il y a un problème, on est mis au courant direct. Bon, ça continue longtemps cette blague, hein, l'invité en rajoute une couche derrière, mais j'accélère un peu parce que c'est pas le cœur du propos. Ce que je veux souligner ici, c'est que dans une émission qui prétend parler des faits, et qui s'appelle Vrai ou Faux, on se retrouve avec le quart de l'épisode concentré sur un procès politique. Quoi qu'on pense de la France insoumise, puisque c'est une formule qu'il aurait consacrée apparemment, ça, c'est pas du fact-checking, c'est de l'opinion partisane. Et si c'était pas assez clair, on peut aller voir leur émission du 22 juin, en pleine campagne des législatives. Ils se sont dit, tiens, on va aller un peu creuser les candidats de tous les blocs politiques et fact-checker un peu tout ça. Et vous en faites pas, hein, Julien Pain a bien dit qu'ils appliquaient le même traitement aux candidats de tous les bords.
Donc c'est parfait, on va voir ça. Mais qui est le candidat investi par la France Insoumise? Ali Diouara est fonctionnaire territorial à la mairie de Drancy et certaines de ses prises de position sont aujourd'hui pointées du doigt. Il qualifie notamment Raphaël Glucksmann de candidat sioniste et cible plusieurs personnalités de gauche issues de la communauté juive. Très engagé pour la cause palestinienne, le candidat fait régulièrement référence à Israël et aux Juifs. Est-ce que ça peut pas être un repoussoir pour les autres électeurs de gauche? Voilà. Donc visiblement, le procès politique, c'était pas assez, donc on est passé à de la pure diffamation. Je vous invite à aller voir la séquence en entier, hein, ça dure 2 minutes 30. Tout est scandaleux. Et je suis pas un militant de la France Insoumise, hein, mais voir un tel niveau de malhonnêteté, ça me termine. La séquence balance 12 000 tweets sortis de leur contexte, où on souligne le mot « juif » à chaque fois sans qu'on ait le temps de lire le propos, histoire de bien donner une impression d'accumulation et faire passer Diouara pour un antisémite obsédé. Alors que si on fait une petite pause et qu'on lit un peu, même sans contexte, on voit bien de quoi il s'agit, sérieusement. Là, il dénonce le fait de sélectionner des réfugiés de guerre sur une base ethnico-religieuse, et ce tweet-là, par exemple, on peut aller le retrouver. Ah bah tiens, ils avaient pas tout affiché, c'est fou ça. Si on prend la peine de lire 1 minute et qu'on a au moins 3 neurones et demi, on voit bien qu'il dénonce l'existence d'un sondage sur les intentions de vote des seuls musulmans. Et tout le reste qui est utilisé pour le faire passer pour un antisémite, ce sont des critiques à l'encontre d'Israël. Bah oui, parce que critique d'Israël égale antisémitisme, hein, c'est connu, c'est les nombreux observateurs qui l'ont dit. Bon, je m'arrête là, sinon je vais peut-être me faire arrêter pour apologie du terrorisme. Mais attendez, ils ont dit qu'ils appliqueraient le même traitement aux autres. Donc on va aller voir ce que ça donne côté Rassemblement National, par exemple. Peut-être que là, ils ont fait des analyses efficaces. Pour Jordan Bardella, on en fait trop avec les voitures électriques. Alors que des millions de gens n'arrivent plus à se soigner, à se chauffer, n'arrivent plus à boucler les fins de mois, à leur dire que la solution, ça va être de leur faire acheter des véhicules électriques qui coûtent beaucoup plus cher et dont le coût de réparation est 30% plus important. Alors, d'où vient ce chiffre? Nous l'avons retrouvé dans l'étude d'une entreprise américaine qui estime effectivement ce surcoût à 29%. Mais cette étude est insuffisante car elle ne prend en compte qu'un seul modèle de véhicule électrique. Plus récemment, une association française a estimé qu'en cas de sinistre, les voitures électriques coûtaient en moyenne 15% plus cher à réparer, soit 2 fois moins que le chiffre avancé par Jordan Bardella. Mais ce surcoût est bien réel. Après, le fait qu'on puisse pas réparer une batterie électrique qui coûte extrêmement cher, c'est un vrai problème et je crois que l'Union européenne est dessus. Je vous jure, même moi, en regardant l'émission, j'ai été surpris du niveau de 2 poids 2 mesures. Donc je résume, hein. D'un côté, on a un candidat repoussoir, antisémite et peut-être même qui bouffe des chatons vivants, hein, on sait pas. Et de l'autre côté, Bardella qui soulève un point légitime, mais qui s'est un peu trompé de chiffre. Voilà. Un choix très pertinent d'ailleurs concernant le RN, hein, puisque on sait bien que leur sujet phare, le cœur de leur politique, c'est le coût de réparation des voitures électriques. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'on les attend et qu'on doit les critiquer. Il y a aucun autre sujet sur lequel il pourrait être problématique. Bon, je crois que c'est assez clair pour le côté partisan. Si vous voulez le constater par vous-même, je vous invite à aller voir l'épisode en entier. Hein. Enfin, faites des pauses quand même si besoin, hein. La santé mentale c'est important. On va passer rapidement au dernier point structurel majeur qui montre le rôle propagandiste de nos chers fact-checkers. Le cadrage de l'information, c'est l'arme par excellence des journalistes. C'est l'outil dont ils ont un usage quasi exclusif. Je pense pas vous apprendre grand chose, hein, mais je vais quand même poser vite fait une définition. La totalité de ce qui se passe dans le monde entier à un instant T est bien trop immense pour qu'on puisse parler de tout de manière égale. Donc, il faut faire des choix. Et ça, c'est la première étape du cadrage de l'information. Sélectionner les sujets qui méritent, entre guillemets, d'être traités. Et la deuxième étape consiste à déterminer l'angle d'attaque avec lequel on va appréhender et relayer l'info. C'est de cette manière que le journalisme produit un certain récit du réel. Et notez que jusque-là, c'est une simple définition ou un constat, il n'y a pas de critique derrière. En réalité, tout le monde fait ça quand il s'agit de raconter une histoire. On n'a pas le choix d'adopter ce procédé. Et dans la vie de tous les jours, on le fait même inconsciemment. Le truc, c'est que les deux étapes que j'ai décrites ne se font pas sur des critères objectifs. Donc, quand on voit un récit du réel, dont on connaît une version alternative possible, alors on peut se rendre compte de quels sont les choix qui ont été faits, quel est l'angle d'attaque, etc., etc. Et donc, on peut critiquer l'honnêteté intellectuelle de ces choix. Et accrochez-vous, parce que concernant nos champions du fact-checking, il y a des choses à dire. Déjà, la première chose assez évidente, c'est le cadrage qu'ils construisent dans les sujets qui ne concernent pas directement de l'analyse de faits. D'ailleurs, encore une fois, c'est déjà assez bizarre d'avoir une émission qui prétend se consacrer à l'analyse des faits, mais qui contient des segments entiers qui n'ont rien à voir avec ça. Je passe rapidement là-dessus parce que j'en ai déjà parlé plus tôt, mais choisir d'alimenter les polémiques sur la France Insoumise comme ils le font, c'est quand même un cadrage énorme. C'est plus des ficelles là, c'est des troncs d'arbres. Sur la gauche, on balance de la diffamation à peine déguisée et on parle d'un candidat repoussoir, et sur le RN, l'extrême droite je rappelle, hein, on va juste faire un petit segment pour dire que la campagne tourne autour de la personne de Bardella. Ah, et là, il s'est juste un peu gouré sur un chiffre. Après, c'est peut-être parce qu'ils avaient rien trouvé d'autre à redire, hein, il y avait vraiment rien d'autre de pertinent à débunker sur le RN pendant la campagne. Mais même si on revient sur ce qui est censé être le cœur de leur travail, l'analyse des faits purs, entre gros guillemets, leur cadrage des faits est, à mon sens, très problématique. Leur mode opératoire, c'est de faire des petites séquences de debunk qui se veulent équilibrées. Ils vont traiter une fake news israélienne et une fake news pro-palestinienne dans la foulée. Par exemple, et il faut
bien le reconnaître aussi, hein, ils ont démenti plusieurs fausses infos qui émanaient d'Israël. Les accusations de mise en scène des morts, les enfants dans des cages, ou encore la propagande dégueulasse autour du nom Pallywood, qui a été inventé par Israël pour accuser les Palestiniens de faire des mises en scène de leur souffrance en général. Le 9 novembre dernier, c'est le porte-parole de Benjamin Netanyahou qui utilise l'expression dans un message supprimé depuis. Il joint à son poste une vidéo montrant une petite fille se faire maquiller sur un brancard. Sauf que ces images sont extraites du making-of d'un clip libanais. Bah alors, quel est le problème, vous me direz? Eh bah, faire cette espèce de 50-50 sur la propagande des deux côtés, en plus en soulignant constamment qu'il y a bien des fakes produits par les deux camps, etc., d'une part, c'est ne pas prendre en compte le biais d'exposition à l'une des propagandes plutôt qu'à l'autre dans nos médias français. Depuis le 7 octobre, et même bien avant en fait, on est inondé de propagande israélienne souvent reprise et relayée par la presse sans beaucoup d'esprit critique. En revanche, la propagande du Hamas... dans nos médias français, faut aller la chercher pour la voir, hein. Alors, vous me direz qu'on en trouvera sur les réseaux, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est bien là que l'équipe de Julien Pain va la chercher. Mais ça m'amène justement au deuxième point problématique. En traitant ça de manière, entre guillemets, équilibrée. Ils mettent dos à dos des comptes un peu random sur Twitter et une propagande bien rodée, produite et relayée par un État allié puissant qui a ses lobbyistes placés dans les hautes sphères du pays. Et comme l'émission ne replace jamais le contexte, qu'elle ne parle jamais de l'histoire de cette guerre ou de la situation globale, bah pour quelqu'un qui connaît pas du tout le sujet, ça entretient fortement la vision d'un conflit entre deux pays qui se battent à armes égales, ce qui est extrêmement éloigné de la réalité, comme on peut le savoir si on s'y intéresse sincèrement ne serait-ce qu'un petit quart d'heure. Et je conclue là-dessus pour ce point parce que ça montre à quel point de toute façon l'exercice du fact-checking en lui-même est limité. Parce que, en tout cas tel qu'il est pratiqué sur France Info, il ne s'intéresse jamais au contexte ou à l'histoire et maintient cette illusion qu'on peut traiter un fait objectivement en l'isolant de tout le contexte qu'il a produit. Mais on n'a pas fini de voir les biais de ces journalistes étalés sur tous nos écrans, parce que ça c'était la partie peut-être un brin subtil, mais ce qu'il est vraiment pas quand on regarde leurs émissions, c'est la différence d'humanisation des victimes. Dans l'épisode du 12 novembre, à la suite du debunk dont j'ai parlé plus tôt sur les enfants victimes du 7 octobre, la journaliste montre les visages et cite les noms de ces enfants. Dans la liste toujours du journal Haaretz, on a trouvé des enfants très jeunes, notamment cette fratrie. Ce sont ces petites jumelles âgées de 6 ans et leur petit frère âgé de 4 ans, tués avec leurs parents dans le kibboutz de Nir Oz. Et puis il y a aussi cette photo qui a beaucoup ému sur les réseaux sociaux du petit Ethan, âgé de 5 ans, déguisé en Spider-Man, tué avec sa sœur Aline, âgée de 8 ans. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il fallait pas le faire, hein. Ce que je veux souligner, c'est que cette séquence, qui a été en plus diffusée une deuxième fois dans l'émission du 9 décembre, est là pour humaniser les victimes d'un côté, mais d'un côté seulement. En 4 épisodes consacrés à Gaza, cette séquence apparaît donc 2 fois, mais il n'y a jamais eu un seul mot pour les enfants palestiniens. Et pourtant il y avait matière, hein, parce que début décembre, le décompte d'enfants morts à Gaza, c'était autour de 5000, et c'est une estimation minimale. Et en plus, ça pouvait très bien s'insérer dans une de leurs séquences existantes. Dans ce passage, qui est également repris dans l'épisode du 9 décembre, ils ont bien débunké une fake news israélienne selon laquelle le bébé mort sur ces images était en fait une poupée. Mais là, pas de nom. Pas de situation familiale, ses parents, ses frères et sœurs, et pas non plus de petites séquences derrière qui donnent les noms et qui montrent les visages d'autres enfants morts de Gaza. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, hein. Je vous laisse aller voir les émissions si le cœur vous en dit. On a par exemple le témoignage du calvaire de cette mère qui ne sait pas où est sa fille ou même si elle est encore en vie, mais rien de tout ça côté palestinien. Alors qu'encore une fois, c'est pas les témoignages qui manquent, hein. Le vocabulaire employé pour parler de l'un ou l'autre camp est aussi très révélateur. Comme dans la majorité des médias français, on parle naturellement de démocratie et d'armée pour Israël et de terroristes pour le Hamas. On a un groupe terroriste qui est reconnu comme tel par la communauté internationale. Bah ça, par exemple, c'est factuellement faux. Alors, je sais bien que la notion de communauté internationale est à géométrie variable, hein, mais si on suppose raisonnablement qu'elle parle de l'ONU, bah, ce qu'elle dit est faux. Le Hamas n'est pas dans la liste des organisations reconnues comme terroristes par les Nations Unies. Cette désignation comme terroriste est totalement politique. Si on définit la notion de terrorisme comme le fait de s'en prendre délibérément à des civils, alors on peut coller cette étiquette au Hamas et à Israël. Mais bon, visiblement, cette réflexion basique n'a pas traversé l'esprit de nos Mozart du fact-checking. Et il y a un dernier point que je trouve très significatif. C'est qui on considère comme un interlocuteur crédible à qui on peut légitimement demander des informations ou une opinion. Pour France Info, le Hamas n'en est pas un. Très bien. En revanche, les propagandistes de l'armée israélienne, pas de problème. On invite Olivier Rafovitch pour savoir ce qu'il pense des décapitations d'enfants, pour lui demander des confirmations. Je rappelle quand même que ce type est le porte-parole d'une armée qui commet une épuration ethnique et massacre des dizaines de milliers d'innocents, et que ça fait un moment que la presse est au courant de ses antécédents de menteur pathologique, vous allez voir. Mais ça n'empêche pas notre fringant Julien Pain de s'envoler vers Israël pour interroger en face à face le Rafovitch en question pour l'émission de début décembre. Et en fait, franchement, je le remercie de l'avoir fait, parce que la séquence que ça a donné est vraiment d'anthologie. On a bien vu ces tunnels qui passent effectivement sous l'hôpital, ou juste à côté, ça, on ne peut pas le nier, il y a des journalistes qui sont allés dedans. En revanche, les journalistes qui sont allés dedans, on leur a parlé, ils nous disent que
on voyait pas le tunnel ressortir dans l'hôpital. Et deuxième chose, ça ressemblait pas à un centre de commandement. Est-ce que vous êtes toujours persuadé que c'était un centre de commandement, ces tunnels? On n'est pas persuadé, on le sait. Votre question nous dérange. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible qu'une démocratie comme la vôtre pose une question à une autre démocratie. Cette remise en doute et cette remise en question est extrêmement étrange, voire nauséabonde. En fait, évidemment que le Hamas ment sur beaucoup de choses, ça c'est une évidence. Et comme on est entre démocraties, on se pose des questions de démocratie, ce qui me semble normal. On a besoin de savoir si effectivement le Hamas se servait de l'hôpital comme d'un bouclier humain. Donc c'est un travail normal de journaliste, je pense, vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est un travail de quelqu'un qui essaye de détruire la parole de l'autre. C'est pas un travail de journaliste. Et de poser des questions sur même de savoir combien de morts, qui a tué, qui a tiré, où sont les tunnels, c'est quelque chose qui remet en doute, en question, l'État d'Israël, non pas dans sa manière d'être, mais dans le fait que nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée. C'est tellement symptomatique d'Israël cette séquence. Il y a Julien Pain qui est tout gentil avec lui, qui le brosse bien dans le sens du poil et qui lui pose juste une petite question basique, et le mec en face est à 2 doigts de l'accuser d'être un membre du Hamas juste parce qu'il a quémandé un bout de preuve ou d'indice. Ça me termine. Mais vous en faites pas, hein, au final il y a quand même un arc de réconciliation à la fin. Alors à ce moment-là, c'était assez tendu avec Olivier Rafovitz, vous l'avez entendu, ça s'est ensuite détendu par la suite, heureusement. Alors moi, j'ai essayé d'expliquer très clairement notre travail de journaliste à Olivier Rafovitz, mais je pense que c'est très important d'avoir ce genre de discussion franche avec les autorités, avec l'armée israélienne, et je pense que c'est aussi important pour les gens qui nous regardent de comprendre bien comment se déroulent vraiment les interviews sur le terrain. Le mec lui a mis un coup de pression de l'enfer parce qu'il a demandé gentiment une petite preuve. Le type en est à un tel niveau de mensonge pathologique évident que même les journalistes du plateau doivent reconnaître qu'il est pas 100% fiable. On l'a entendu, le porte-parole de l'armée israélienne a un rapport assez particulier aux faits. On est avec lui ou contre lui. Il est là pour, si vous voulez, pour légitimer tout ce que fait l'armée israélienne. À la limite, on lui a dit, il fait le boulot qu'on lui a demandé de faire. Et c'est vrai que c'est un problème. Mais bon, voilà, au bout du compte, c'est son rôle, on arrive quand même à se parler, et il comprend l'importance d'avoir une discussion franche. Non mais sérieux, mais... Bon, ça y est, je crois que j'ai saturé là. Bon, allez vite, on passe à la conclusion. À la base, j'avais prévu de parler d'autres personnes ou d'autres organes de fact-checking dans cette vidéo. Puis quand j'ai vu la longueur du script, je me suis dit que j'allais en rester là pour l'instant. Mais bien sûr, je garde tout ça pour d'autres épisodes si cette thématique vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Bon, j'ai été un peu salé dans cet épisode, j'avoue. Mais je tiens à dire quand même 2 choses pour commencer cette conclusion. Déjà, bien évidemment, cette vidéo n'est pas là pour bannir le principe du fact-checking en soi. Vérifier les infos, remonter à la source, se méfier de ses biais, etc. C'est un ensemble d'outils que je considère comme nécessaire à avoir dans son attirail mental. Ce qui est problématique, c'est quand on a que ça, et qu'on est persuadé que ça permet d'atteindre une vérité objective en traitant des faits comme ça, de manière complètement isolée. Et la deuxième chose, qui rejoint un peu le premier point, c'est qu'on ne peut pas mettre tous les fact-checkers sur le même plan, même les mainstream. Ici, je pense particulièrement aux journalistes du service Check News de Libération, qui ont fait un travail sur Gaza d'une toute autre qualité depuis le 7 octobre. À mon sens, ils ont sélectionné les infos à traiter de manière bien plus pertinente et moins partisane, et ils ont globalement fait du bon taf dessus. Voilà, ceci étant dit, je résume le cœur de ma critique. Comme je le disais en tout début de vidéo, aborder le réel avec un prisme idéologique ou politique, c'est pas un mal en soi. Tout simplement parce que, on n'a pas le choix. On a tous en nous une matrice idéologique plus ou moins consciente qui nous fait appréhender la réalité d'une certaine manière. Et même lorsqu'on se donne une méthode qui a prouvé qu'elle pouvait permettre de moins se tromper localement, notre matrice idéologique est toujours présente et nous mènera à faire tel ou tel choix dans le flux d'informations à traiter. Pour le dire en plus simple, la neutralité et l'objectivité parfaite, ça n'existe pas. J'ai l'impression d'enfoncer une énorme porte ouverte en disant ça, mais le problème des Julien Pain et compagnie, c'est que visiblement ça, ils l'ont toujours pas compris. Toute leur attitude et leurs prétentions revendiquées indiquent qu'ils sont persuadés que leur méthode les préserve de leur biais cognitif et qu'ils traitent l'information de manière parfaitement neutre. Et je pense avoir montré à quel point c'est une énorme illusion. Et pour être clair, même si 100% des debunks faits par Pain et son équipe étaient irréprochables, on a vu que c'était pas le cas, mais admettons, j'aurais la même critique, parce qu'on aurait toujours tous les effets de cadrage. Et en clair, ça n'est pas parce qu'on dit une chose vraie qu'on est neutre. Un petit exemple fictif pour bien comprendre. Imaginons qu'une chaîne de télé quelconque sorte un documentaire sur l'antisémitisme de membres du Hamas, et qui se concentre uniquement là-dessus. Le truc est très sourcé, les interviews ne laissent aucun doute, etc., etc. Bref, le truc est fiable et réel. Mais on comprend bien que sortir une enquête comme ça, même 100% vraie, dans le contexte actuel de ce qui se passe à Gaza, ça n'est absolument pas neutre. Ça pourrait même être raisonnablement qualifié de manœuvre politique. Mais alors, vous me direz, à partir de là, comment on fait si c'est impossible d'être objectif et neutre? À mon sens, l'idéal vers lequel il faut tendre, c'est une connaissance la plus aiguisée possible de sa propre matrice idéologique et de ses propres biais,
et faire preuve d'un maximum d'honnêteté intellectuelle par rapport à ça. Concrètement, ça veut dire savoir et comprendre autant que possible les raisons pour lesquelles on choisit de parler de telle chose plutôt que de telle autre, que ces raisons soient un minimum logiques, et essayer d'être clair là-dessus vis-à-vis de ses interlocuteurs ou de son public. Moi, par exemple, je suis pas plus neutre ou objectif qu'un autre, je dois faire des choix dans les sujets que je traite. Et pour chaque sujet, je dois encore choisir un angle d'attaque, les faits à mettre en avant pour bien comprendre les choses, etc., etc. En janvier, par exemple, j'ai sorti ma première vidéo sur Israël parce que j'ai estimé que c'était bien le moment d'en parler, et pour en parler, j'ai jugé pertinent de replacer le contexte de l'apartheid, de la colonisation, des crimes de Tsahal, etc., avant de reparler du 7 octobre et des crimes du Hamas, de la propagande qui s'en est suivie et de la réaction israélienne. Si j'avais fait le choix, comme beaucoup de chaînes, de ne parler que des crimes commis par le Hamas le 7 octobre, ça aurait été tout aussi vrai, mais ça aurait produit un cadrage du réel qui, à mon sens, n'aurait pas permis de bien comprendre la situation et ses enjeux. Et ce qui arbitre ça, in fine, c'est un jugement de valeur, on n'y échappe pas. Parce que imaginez qu'on arrive à trouver une méthode objectivable et reproductible par tout le monde et qui garantisse de pouvoir présenter une situation parfaitement et d'en saisir tous les enjeux. Eh ben, le choix d'utiliser ou non cette méthode magique découlera toujours d'un jugement de valeur. Cette vidéo, c'était aussi l'occasion pour moi de clarifier ces choses-là de mon côté. Et j'hésiterai pas à le refaire quand le besoin s'en fera sentir. C'est aussi là-dessus que je veux tenter de marquer une vraie différence avec les gens que j'ai critiqués. Et c'est aussi pour ça que j'emploie pas le ton monocorde et lisse des journalistes de France Info. Leurs prises de parole sont calmes, formelles, y a jamais un mot plus haut que l'autre, rien qui déborde. C'est une esthétique qui contribue à donner ce vernis de neutralité. Si je mets de l'émotion dans mes vidéos, je fais des blagues, du sarcasme, je montre de la colère, de l'indignation. Certes, c'est pour rendre le tout plus dynamique et percutant, mais c'est aussi pour montrer que j'ai des affects vis-à-vis de ce que je raconte. Je veux pas donner une façade d'objectivité à un propos qui, par définition, ne peut pas l'être. Et finalement, c'est ça la seule demande que je voudrais adresser. Cher Julien Pain, cher journaliste de France Info, vous qui dites traiter l'information indépendamment de toute logique militante, essayez de prendre 5 minutes de recul et de comprendre ce que vous faites. Par votre cadrage de l'info, votre debunk sélectif et tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, vous êtes de fait des militants du statu quo. Et ce serait bien de commencer un peu à l'assumer. Mais bon, je me fais pas d'illusions, hein, je sais bien que ça n'arrivera pas et que c'est pas la petite vidéo d'un random d'internet qui va changer leur méthode. Donc pas le choix, hein, va falloir continuer à proposer autre chose et à faire le travail. Et si ce dernier vous semble utile et pertinent, n'hésitez pas à le partager et aussi à le critiquer dans les commentaires parce que c'est comme ça qu'on avance. Sur ce, je vous laisse tranquille, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Comment être un bon chasseur de l'intox? Et bien tout simplement en ayant un bon esprit critique. Tout le monde peut être un bon chasseur de l'intox. Et puis après, si vous voulez en savoir plus, c'est bien, il y a pas mal de tutos sur internet. C'est vraiment quelque chose d'assez largement partagé. Le complotisme à ce moment-là agit un peu comme une drogue. À ce moment-là, on perd pied avec le réel.